qui me semble s'imposer, c'est le fait du chemin et du fait de cheminer, et ce que j'appellerais plutôt le cheminement de la libération plutôt que la liberté en soi. Alors, si on vous écoute effectivement, oui, je dirais encore, avant de commencer, la manière dont j'ai, en quelque sorte, j'ai fait ce que vous avez dit. À la fin, il y a la devise de Gramsci, qui, comme vous, est un homme. Gramsci, c'est un philosophe et un communiste italien qui est, on peut dire, pour faire court, qui est mort dans les prisons fascistes, qui a été abandonné par le Parti communiste italien. La devise de Gramsci, qui est écrit en prison comme vous, était « Je n'ai pas besoin d'espérer pour entreprendre, ni de réussir pour persévérer. Pessimisme de l'intelligence, optimisme de la volonté. » Mais je reviens à vous écouter. Vous parlez d'abord que vous êtes en prison, vous êtes dans l'ennui. Puis vous passez par un stade de colère, de révolte contre la situation dans laquelle vous êtes. Puis interviennent un certain nombre d'éléments matériels qui vont vous suivre dans votre écriture, parce que vous vous rappelez à la fin, quand vous parlez de votre rapport à l'ordinateur, on vous donne un crayon. Vous pouvez utiliser le couvercle d'une boîte de sardines. Vous allez écrire sur du papier brouillon, puis sur du papier à cigarette. En quelque sorte, à partir de là, il y a quelque chose qui fait chemin chantier, dans lequel vous vous dites, finalement, à travers mon chemin, je suis dans un chemin de libération, et je n'ai pas le droit de mépriser ceux qui, en quelque sorte, sont à l'extérieur. Et moi, en prison, je me découvre dans mon cheminement comme un être en libération par rapport à un certain nombre de personnes qui sont peut-être dans le mensonge. Mais directement, vous refusez de les mépriser. Et vous me faites quand même fort penser dans cette démarche à Betty Hillesum. Qui est Betty Hillesum? C'est une juive hollandaise, beaucoup moins connue qu'Anne Frank. Certains d'entre vous connaissent Anne Frank. C'est une jeune fille qui est morte dans les camps nazis à l'âge de 14 ans, sur lesquels un grand pardon a été fait. Betty Hillesum, on la connaît beaucoup moins. C'est une jeune juive hollandaise qui était fort imprégnée de bouddhisme, qui aurait pu parfaitement se sauver parce qu'elle appartenait à la grande bourgeoisie juive, et qui a décidé volontairement de rejoindre le camp de regroupement des Juifs de Westbrook, à l'est des Pays-Bas, et de partir à Auschwitz, où elle a été assassinée. Mais avant de partir à Auschwitz, elle s'est dit « Jusqu'où suis-je capable de comprendre et d'aimer ces bourreaux nazis ? À partir du moment où je les comprendrai, ça peut nous apparaître scandaleux, je commencerai à les aimer. » Il y a une résonance entre ce que vous nous avez dit maintenant et je pense la démarche de Betty Hillesum. Vous faites un chemin dans la prison et comme certains autres auteurs, je pense à Manzoni, le grand classique italien, d'autres auteurs qui ont vécu la prison, vous allez en quelque sorte y trouver non pas des conditions agréables, mais des conditions d'un épanouissement dans lequel vous vous confrontez à vous-même. Et vous vous confrontez à vous-même avec l'émergence d'un thème que vous nous proposez, qui est le thème de la solitude. Le fait effectivement qu'à un moment donné, dans les chemins que nous faisons, dans les chemins de libération, dans les chemins qui nous conduisent à avoir vis-à-vis du monde un rapport qui se débarrasse de la haine et qui chemine vers la compréhension, on va trouver chez un certain nombre de grands auteurs le thème du désert, le thème de la fuite, le thème de sortie de la société, le fait de se retirer. Un des grands seuls penseurs de l'anarchisme allemand, parce que les Allemands n'ont pas de grande affinité avec l'anarchisme, mais il y en a un qui s'appelle Gustav Landauer. Gustav Landauer, je pense, qui est mort fusillé par les pré-nazis en
qui était ministre de l'Éducation du gouvernement révolutionnaire de Bavière, me semble avoir aussi pratiqué un chemin qui ressemble au vôtre et qu'il a appelé la communauté par le retrait. Qu'est-ce que veut dire la communauté par le retrait? C'est le fait de prendre la situation dans laquelle on est, et je pense que vous le montrez bien, un certain nombre de gens qui sont hors prison sont parfois plus emprisonnés que le chemin que vous pratiquez vous-même. Ils sont emprisonnés à travers les raies, les chaînes de l'État. Ils sont emprisonnés dans les lois dures du marché. Ils sont emprisonnés parfois aussi à l'intérieur de communautés traditionnelles, par trop totalitaires. Et Landauer va dire, je dois sortir, je dois entrer dans le désert pour qu'enfin une fleur puisse me parler de la beauté du monde. Et contraindre ce cheminement, vous le dites, va se faire dans la contrainte. Et dans cette contrainte, vous allez être amené, en sortant de prison, je pense que beaucoup de nous pourraient le partager, à devoir surmonter un certain nombre de vomissements. Vous avez parlé des nouveaux philosophes, vous avez parlé d'un certain nombre de gens qui, à un moment donné, ont cru au phénomène révolutionnaire et qui ont, non pas comme vous, continué dans un chemin qui, à vous entendre, est un chemin proche de celui de Landauer, de sortir des collectifs politiques, mais qui, eux, les ont conduits à trahir le monde de libération dans lequel ils s'inséraient. Et en vous écoutant, vous vous confrontez aussi à toutes les propositions de sens que le marxisme nous donne, mais comme vous l'indiquez, le marxisme peut être aussi, je m'excuse de ma sensibilité anarchiste pour certains d'entre vous qui ne pourraient pas l'apprécier, il y a effectivement entre la pensée de l'anarchisme et le communisme marxiste des différents grades. Je pense qu'avec vos mots, vous l'avez nommé, c'est que le marxisme, dans ses variantes politiques, va produire ce que j'appellerais une transcendance et que vous avez nommé, je pense à une phrase du philosophe Gilles Deleuze qui dit « Il n'y a pas de plus grande honte que de parler à la place des autres ». Et vous n'avez pas fait ça. Vous êtes sorti d'une certaine manière qu'avaient les gens qui décrivaient le chemin absolu à prendre en écoutant d'abord les femmes qui vivaient des conditions de domination qui, pour faire court, étaient des dominations doubles, des dominations dans lesquelles elles rencontraient la domination masculine et elles rencontraient aussi la domination de l'empire de la marchandise et de l'empire d'une société qui n'était pas démocratique. Alors, effectivement, sont arrivés tous ces événements que vous datez de 2011 et pour lesquels vous avez effectivement constaté une certaine impasse entre les discours de la petite bourgeoisie intellectuelle, dont certains d'entre nous font d'ailleurs allègrement partie, nous ne jugeons pas, et le vécu des gens. Le vécu des gens, les gens qui étaient les offensés, les humiliés, les dominés, étaient des gens qui étaient en attente de solutions concrètes pour se sauver. Vous avez vu, effectivement, vous avez constaté une fracture entre le discours politique et les misères de la société civile. Et vous avez, vous l'avez dit, vous avez repris votre bâton de pèlerin solitaire, mais un pèlerin solitaire qui jamais ne se mettait à genoux. Vous êtes sorti, en quelque sorte, vous me permettrez de sentir des affinités entre votre cheminement et celui
de l'anarchisme français, qui au XIXe siècle a été rapidement dominé par le marxisme allemand. Un grand thème de l'anarchisme français était le fait de sortir de la société capitaliste. Moins de lutter vis-à-vis d'elle, mais que pour partie d'ouvrir des nouveaux chemins, des nouvelles solidarités, ce que Le Grave, qui est un grand militant anarchiste français, appelait le séparatisme ouvrier. C'est le chemin qui a été fait dans le grand livre de la Torah qui est l'Exode, dans lequel les gens se libèrent en partant. Et quand on se libère en partant, on entre dans le désert, on est confronté dans sa solitude à soi-même, et on retrouve un autre thème de votre œuvre qui est déjà présent dans les premiers moments que vous nous avez dit, c'est la libération thérapeutique par l'écriture. Le fait d'écrire est quelque chose qui individuellement nous libère et qui vous a conduit en quelque sorte à semer des textes et dernièrement à produire une fable comme La Fontaine. Mais vous ne voulez pas parler à la place des autres. Vous semez, vous jetez, et les gens prendront ce qu'ils voudront. Mais je vous remercie vraiment beaucoup de la leçon que vous avez donnée. Je voudrais juste non pas répondre, d'abord rendre hommage à cette lecture très gratifiante de Et très vrai. Je voudrais aussi dire une chose qui manquait dans mon exposé, c'est peut-être un peu ce que vous avez exprimé par le mot l'idée de solitude du départ, c'est la constitution en individu. Dans mon parcours militant, j'étais un membre de l'organisme. J'étais un membre d'une communauté. Je parlais à la première personne du pluriel. J'avais des positions qui étaient partagées et je n'existais pas individuellement. Il faut dire que être militant, comme je l'étais, ça signifie déjà être un individu qui choisit d'être militant. Mais en choisissant d'être militant, je renonce à une partie de mon caractère individuel. Or, je crois que toutes les révolutions à venir, et il y en a, partiront d'abord de la consécration de l'individu. Il ne peut pas y avoir de liberté dans une société dans laquelle l'individu n'est pas libre, n'est pas reconnu comme une base, comme la base de la société. Et cette démarche vers l'individu qui peut s'apparenter à l'anarchie et qui remet en question d'ailleurs les dogmes du parti, de certains partis, cette démarche vers l'individu est la démarche de la révolution. C'est la démarche de la révolution. C'est la démarche des jeunes de la FEDPA à qui des gens, des islamistes viennent dire vous faites la prière, qui répondent allez la faire vous-même, nous on la fera quand on voudra la faire. Il y a une affirmation de soi qui est dans la révolution et qui doit être aussi le résultat de la révolution. Donc j'ai peut-être pas parlé de ça, mais cet hymne à l'individu, il est présent en filigrane dans presque tout ce que je dis. Voilà. Donc, je ne dis pas être bref, c'est des questions, pour enrichir le débat. Allez-y. Je suis Nadine Chabani, je présentais tout à l'heure certains de nos amis. Donc, si Mohamed disait tout à l'heure, en présentant Gilbert, qu'il était militant
militant, l'intellectuel, l'écrivain, et il aurait fallu, il en a parlé d'ailleurs lui, il aurait fallu ajouter la quatrième dimension, c'était l'éditeur. Donc, une dimension d'ingénieur. Effectivement, en fait, je l'ai connu lorsqu'il était éditeur. J'étais au ministère de l'Information et de la Culture à l'époque et on avait besoin d'imprimer un livre rapidement, très rapidement, parce que Bolivar partait aux États-Unis pour rencontrer Reagan à l'époque. Et il fallait donc je suis allé, j'ai contacté Gilbert qui a dit je suis partant. Et on a imprimé cet ouvrage en un temps record. Le soir, on a été à Schleider, à l'imprimerie, dans son imprimerie, pour récupérer le travail qui devait être. J'ai lu de oui, pour l'expédier. Donc c'était cette époque-là que j'ai. C'était un peu avant, bien sûr, c'est connu, mais c'était l'époque où, avec Habib Chebli, surtout à la suite du décès d'Habib Chebli, on a pensé même créer un prix Habib Chebli, mais la chose ne s'est pas concrétisée par la suite. Non, j'ai une question, je voudrais passer à une question simple pour Gilbert, qui parle maintenant, qui dit maintenant que comprendre m'a toujours paru l'essentiel. Donc c'est le titre de son dernier ouvrage. Bien sûr, on a toujours aimé, dans le temps Cristal et la jeunesse, etc. Bon, mais le dernier ouvrage, je ne l'ai pas encore lu. En fait, j'ai lu des passages sur Facebook qui sont passés, enfin des passages de quelques chapitres. La question qui me taraude, moi, comprendre m'a toujours paru essentiel. Toujours, c'est ce toujours-là qui m'inquiète. Parce que en disant que ça lui a toujours paru essentiel, comment n'a-t-il pas compris, donc ma question, c'est ça ma question, l'impasse dans laquelle s'est trouvée une perspective à l'époque, lorsque ce groupe s'est fourvoyé dans le maoïsme. Et c'est ce qui m'a fait fuir à l'époque. On était à Bruxelles à l'époque et on était très enthousiasmés par le travail Daniel en parle dans son ouvrage. Donc ce n'était pas 7-8 ans. Vous connaissez la Tunisie bien avant, donc c'était depuis les années 70. Donc pourquoi Gilbert n'a pas compris pourquoi perspective s'est fourvoyée dans le maoïsme. Et d'ailleurs, Heshmet Rodi en parle dans son ouvrage Lumière sur la gauche tunisienne. Voilà, c'est autre chose. Il y a plusieurs versions sur le sujet de Spinoza. Enfin, il y a, vous dites, ni rire, ni pleurer, ni comprendre. Il y a aussi une autre traduction qui dit il s'agit ni de louer, ni de blâmer, il s'agit de comprendre. Donc il y a plusieurs versions. Il y en a 3 versions. Voilà, merci. C'est simple. Comprendre, c'est parce que cette interrogation, cette exigence, que je suis passé du Parti communiste au mouvement trotskiste, puis du mouvement trotskiste au mouvement classique. Mais la différence de la rupture entre le Parti communiste et le mouvement trotskiste, et avec la rupture avec les précédents, avec l'entrée dans la perspective, c'est que la rupture avec le mouvement communiste s'est faite sur le besoin de comprendre ce qu'avait été l'URSS, c'est pourquoi la répression était faite. Alors que pour cette perspective, il y avait quelque chose.
Le groupe s'appelait Groupe d'études et d'action. L'étude, j'avais pas besoin du groupe. Mais l'action, oui. On était dans une phase où il y avait une action, il y avait une mobilisation de l'université, une très grande mobilisation. Et comme dans tous les pays du monde, cette mobilisation se faisait en écho à la révolution culturelle chinoise. Et l'ambassade de Chine distribuait des petits livres rouges. Et nous n'avons pas été maoïstes, c'est pas vrai. Nous avons été pour la révolution culturelle. Nous disions la révolution culturelle, nous reprenions le discours de Mao, c'est la façon de résoudre les contradictions au sein du peuple qui sont, à un moment donné, caractérisées par les contradictions entre le parti qui a accaparé le pouvoir et le peuple qui en a été soumis. Donc c'était cet aspect un peu anarchiste de révolte contre l'ordre dominant qui nous intéressait dans le maoïsme, qui nous intéressait, nous, groupe perspective, qui n'était pas forcément présent chez les étudiants. Et la preuve que ce n'était pas essentiel, c'est qu'ensuite, quand nous avons élaboré les textes de stratégie tactique, etc., du mouvement, nous avons adopté une démarche léniniste et pas maoïste. Nous avons rejeté tout le maoïsme, tout ce que disait le maoïsme sur la révolution démocratique et nationale, sur la guerre, sur la nécessité de la guerre paysanne, etc. On avait rejeté ça. Nous, on disait la Tunisie a dépassé le seuil de la révolution démocratique qui s'est traduit dans la Tunisie par l'indépendance. La constitution d'un État qui est en train d'essayer de développer le pays. Donc, il faut se battre contre cet État, non pas contre l'État mythique qui est celui de Mao, etc. Par la suite, la tendance maoïste a gagné surtout dans les migrations. Et nous étions en prison, nous avons été écartés du débat, et les gens de Tunis et de la prison, comment dire, ces gens-là se sont accrochés au maoïsme pour ne pas avoir à répondre de leur attitude avant. Parce que nous étions en phase où on était en train de se demander ce qu'on avait fait. Alors, il faut vous dire que à la première arrestation, nous avions procédé à une autocritique de fond, où nous avions dit, nous n'aurions jamais dû poser des mots d'ordre qui étaient aussi inadaptés à la situation, qui allaient trop loin par rapport. Et donc, nous avons été entraînés par la dynamique du mouvement étudiant, nous n'avons pas été capables de freiner. En 1972, après le fameux congrès de février 1972, un certain nombre de gens ont cru à une nouvelle montée révolutionnaire, etc. Et ils ont refait les erreurs. Ils ont refait avec plus de sectarisme encore et avec la recherche d'une justification. Et cette justification est venue des gens de l'immigration qui ont dit le maoïsme. Alors, attention, nous n'avons pas été maoïstes. Nous nous sommes proclamés maoïstes pendant une période très courte, mais nous n'avons jamais été maoïstes. Et finalement, les maoïstes du groupe ont fait la révolution maoïste contre nous. Et ce n'était pas seulement une révolution maoïste, c'était en même temps une révolution socialiste arabe, nationaliste arabe. L'épicentre de la révolution s'était déplacé du Vietnam sur la Palestine. Malheureusement, le Vietnam, personne n'a jamais dit l'unité asiatique.
Et la Palestine, on disait l'unité arabe. La révolution palestinienne est la pointe avancée de la révolution arabe. Résultat, on a ce qu'on a actuellement, une difficulté énorme à avoir une lutte révolutionnaire qui soit indépendante des intérêts des pays voisins. Donc, cette rupture a été en même temps la mort de perspective, c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de gens pour continuer le chemin de la route de la réflexion. On s'est arrêté là, on refusait l'orientation nationaliste arabe du groupe, mais on ne trouvait plus de gens qui nous suivaient. C'est-à-dire que nous étions le produit du marxisme occidental, du marxisme à la française. Et les gens en face de nous étaient des gens qui ne connaissaient pas bien le marxisme, qui l'avaient un peu appris à travers les mauvaises traductions libanaises du dogmatique. Et forcément, comme la petite bourgeoisie qui était proche, les personnages de mon roman ne se retrouvaient pas dans le maoïsme, ils ne se retrouvaient pas dans le risque d'aller en prison, et donc la perspective s'est arrêtée là parce que l'exigence de comprendre, mon exigence n'a pas été partagée par les autres. Les autres se sont découragés et on laissé tomber. Mais tu as raison. On s'est posé, je me suis posé la question, mais bon, c'est comme ça, c'est l'histoire aussi. Et c'est très difficile de le rappeler. Moi, je crois avoir compris ce qu'était le régime Bourguiba en 90, après la chute du mur de Berlin. Et je pense que les idées que j'avais écrites complètement en 1994 et qui seront publiées en 2013, ces idées-là n'avaient aucun retentissement chez aucun révolutionnaire du monde, pas de Tunisie. J'ai écrit un papier sur l'Algérie, au moment de la guerre civile algérienne. C'est un papier qui disait en gros, bon, c'est très bien, les morts, c'est atroce, etc. On va laisser ça de côté. Et on va se demander pourquoi. Pourquoi ça s'est passé comme ça? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que c'est? Et donc je donne une explication. J'explique comment l'État algérien, qui reposait sur deux jambes, les institutions policières et administratives d'un côté, le FLN de l'autre, qui était chapeauté par l'armée, par la sécurité militaire, plus exactement. Cet État qui avait deux jambes s'est trouvé d'un seul coup amputé d'une jambe. Quand, après les événements de 88, l'armée a décrété que le FLN était responsable et qu'il fallait qu'il quitte le gouvernement. Et donc, l'État unijambiste ne trouve pas très bien son équilibre. À ce moment-là, il y a des offres de jambes. Et l'État algérien,